Levallois, une petite ville dans l'ouest parisien. Connue pour son équipe de basket, mais surtout rendue célèbre grâce à un homme. Vous le reconnaissez sûrement, Patrick Balkany, le maire de la ville. Sa carrure impressionnante, sa gouaille inimitable. Rémi, il faut le plier le match. Il a la chance ce soir. Comme à son habitude, il ne se dépare pas de son éternel sourire ultra bright. Mais derrière la façade, un autre Balkany se tapit. Un homme fragilisé qui pourrait tout perdre. Soupçonné d'avoir confondu l'argent public avec le sien, la justice est à ses trousses. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Levallois a écrasé son adversaire. Un répit bienvenu pour le maire dans cette période difficile. Je suis content que vous soyez venus pour voir une belle victoire. D'abord parce que je suis de bien meilleure humeur quand on gagne que quand on perd. Ça me rend pas vraiment de bonne humeur de perdre un match. D'accord, on a de la chance. Même si c'est pas moi qui joue. Vous êtes un mauvais perdant? Je suis un bon gagnant. Bon, à cette belle victoire. Les victoires, Patrick Balkany les a enchaînées. Depuis 35 ans, il a remporté presque toutes les élections, régnant en maître sur Levallois-Perret. Mais bien au-delà des frontières de sa petite ville de l'ouest parisien, il a connu le pouvoir et la gloire aux côtés de ses mentors, Charles Pasqua, Jacques Chirac et son ami de toujours, Nicolas Sarkozy. Mais l'homme politique est aussi devenu un homme d'argent et il a fini par se brûler les ailes. Fraude fiscale, blanchiment, corruption. Aujourd'hui, les chefs de mise en examen se multiplient. C'est le plus grand des voleurs. Le juge Van Ruymbeck du pôle financier lui reproche d'avoir détourné 13 millions d'euros en profitant de sa position d'élu pour s'enrichir. Après l'ascension, la conquête, la fortune, serait-ce le début de la chute? C'est cette saga que nous allons vous raconter. Après 5 ans de silence, Patrick Balkany a accepté de nous accorder un entretien exclusif. Ça, c'est mon buzzer. C'est quand on me demande quelque chose. Pourquoi vous avez accepté l'interview? Parce que vous êtes blonde. Je trouve parfaitement ridicule le fait de faire un sujet de 52 minutes sur ma pomme. Je ne sais pas qui a eu cette idée saugrenue, mais je trouve ça... Bon, enfin, si ça vous amuse, après tout, vous, c'est votre boulot. Balkany, mes amis, mes affaires, mes emmerdes. « 35 ans de pouvoir et 35 ans qu'à la mairie de Levallois, c'est le même folklore. Chaque début de mois, la voix du maire résonne dans toute la ville. Merci de prendre vos places. La séance est ouverte. C'est l'heure du conseil municipal. Au centre du jeu, Patrick Balkany. À sa droite, sa femme et fidèle première adjointe, Isabelle. Le spectacle attire du monde. Ici, on ne s'ennuie pas. Alors, les adjointes, là, c'est les soldes ou quoi, là? Les pics sont acerbes, les joutes souvent truculentes.
Au théâtre ce soir, Monsieur le maire se paye un élu En Marche qui aurait un peu trop souvent changé de parti. C'est un socialiste En Marche verte. Vous marchez tout droit, vous allez tout droit dans le mur et vous écoutez personne. Mais nous, il faudrait qu'on vous écoute. Je vous écoute, monsieur Turmel. On n'arrive pas, on fait des millions de phrases, mais c'est pas grave. J'enchaîne. C'est un jeu que nous connaissons bien. Mais moi aussi, je les connais bien, je les connais tout petit, mon cher On se Robert. regarde les histoires depuis le cours, personne. Vous pouvez rire, c'est pas grave. Vous en avez encore le temps, l'occasion et les moyens. Dites-moi, vous avez démissionné du PS ou ils vous ont viré? J'ai démissionné, monsieur le maire. Vous avez démissionné avant de vous dire. Vous n'avez pas compris que tout ça, c'était les fantômes d'un jour. Maintenant, ils sont en marche arrière, ils sont rentrés chez eux. C'est fini tout ça. Je crains que les fantômes continuent à vous hanter encore longtemps, monsieur. Oh, alors vous savez, de ce côté-là, je risque rien. Je risque. Peut-être un jour, on allait les retrouver, les fantômes, les vrais. Mais vous savez, le français, il est régicide. Hein, il élit son roi et puis il lui coupe la tête quand il en a marre. Macron ferait bien de faire attention à la suite. Patrick Balkany aime jouer, faire son cinéma. Balkany acteur, c'est justement le début de son histoire. Et je viens ici, dans le coin le plus perdu pour être tranquille. Et qu'est-ce que je trouve? Un vieillard qui cesse de parler de son hold-up d'il y a 20 ans. 1966, Patrick a tout juste 18 ans. Son père a fait fortune grâce à une ligne de vêtements pour femmes, mais le jeune homme, lui, se voit plutôt en haut de l'affiche, comme une star de cinéma. Il décroche quelques petits rôles devant la caméra de son ami Robert Hossein. Mais son talent de comédien ne crève pas l'écran. Ce n'est donc pas sur les plateaux de cinéma qu'il va se faire remarquer, mais à l'Élysée. Son père y a ses entrées. Sa boutique de vêtements chics est située juste en face du palais présidentiel. Le jeune Patrick passe son service militaire à la cellule de presse du président de Gaulle. C'est là que deux loups de la politique le repèrent. Charles Pasqua et Jacques Chirac. Les deux mentors vont fonder le RPR et propulser deux novices sur le terrain électoral. Patrick Balkany et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est omniprésent dans cette mairie quand même. Oh, c'est une vieille photo de vacances. Ça devait être après une partie de tennis. La première fois que je l'ai rencontré, c'était juste à la création du RPR. Et Nicolas est venu et m'a dit « T'es hongrois ?» Je dis « Oui, mon père est hongrois. » Il dit « Mien aussi. » Bon, voilà. Et on a été boire un verre après la réunion. On est resté très longtemps. Et puis, on a refait le monde, surtout lui. Et on est resté très liés. Il a toujours 6 ans de moins que moi. Et bah oui, c'était comme mon petit frère. Balkany, Sarkozy. Charles Pasqua va se servir des deux jeunes ambitieux en politique pour conquérir de nouvelles villes sous la bannière du RPR. Charles Pasqua avait été très drôle. Il m'avait dit, écoutez, pour les élections législatives en 1978, je vous propose 3 circonscriptions. Marseille, mais je vous préviens, je ne pourrai pas assurer votre sécurité, et si on vous retrouve mort dans un caniveau, ça me fera beaucoup de peine. Il m'a dit, il y a Levallois, mais Levallois, vous n'avez aucune chance, puisque même moi, je m'y suis fait battre. Et puis ça ferait très plaisir à Jacques que vous alliez à Auxerre. Je vais pour Auxerre. Patrick Balkany, 30 ans, mène une campagne très active, serre des centaines de mains, tient réunion sur réunion. Pour sa première campagne électorale, Patrick Balkany fait un bon score à Auxerre, mais ne gagne pas. Ça a été une campagne très amusante. Et après, avec la bonne foi qui caractérisait Charles Pasqua, il m'a dit « Vous auriez dû m'écouter, si vous aviez été à Levallois, vous auriez été élu. »
Et il m'a dit, maintenant, vous allez vous installer à Levallois et vous allez reprendre la ville aux communistes. Levallois est alors une ville de banlieue ouvrière tenue par les communistes depuis 19 ans. Tous ceux qui ont tenté de conquérir ce petit territoire de l'Ouest parisien se sont cassés les dents. Alors pour prendre la ville, Patrick Balkany va appliquer les méthodes apprises au RPR. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous? Toi, tu dois avoir des cerises de gauche, elles doivent pas être bonnes. Une politique à l'ancienne, où tous les coups seraient permis, comme le sabotage des affiches des adversaires, selon Hervé Boulmier. Il connaît bien ces méthodes. Il a été le chef de cabinet de Patrick Balkany pendant 14 ans et a mené les campagnes à ses côtés. Quand on veut empêcher quelqu'un sur les panneaux de s'exprimer, c'est très facile. On colle du cirage, la colle tient. Au bout de quelques minutes, les affiches se roulent sur elles-mêmes, se décrochent et tombent. De manière à ce qu'on ne puisse savoir aucune trace de ce concurrent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est vraiment des amateurs, ils ne savent même pas coller les affiches. Bonjour ma beauté. Il évoque une autre technique de terrain, voler les tracts du candidat adverse directement dans les boîtes aux lettres. On avait les piles de tracts dans les valises, on s'installait dans les halls d'immeubles, on ouvrait les valises pour pouvoir boiter, voilà, avec souvent même des enfants. Parce que boiter, ça voulait dire déboîter aussi, c'est-à-dire retirer chaque fois qu'on pouvait les tracts des candidats adversaires. De quelle façon vous avez... Alors, on arrivait à glisser les mains. Alors, il fallait des petites mains, donc c'était souvent des enfants. Puis avec 2 doigts, d'arriver à retirer un tract, des choses comme ça, qu'on rapportait à la permanence. C'était des trophées. Patrick Balkany remporte les élections à Levallois, devançant largement son adversaire communiste. Un exploit qu'il va réitérer pendant des années, s'accrochant fermement à son fauteuil de maire et de député. Dans une démocratie, c'est toujours le peuple qui a raison. C'est votre victoire. En parallèle, son ami Nicolas enchaîne lui aussi les victoires à Neuilly-sur-Seine, la ville voisine de Levallois. J'ai le grand plaisir de vous déclarer unis par les liens du mariage. Le secret de leur succès, bichonner les électeurs. À Levallois, le maire a très vite compris qu'il fallait des places en crèche pour tout le monde, des infrastructures flambant neuves. La ville est aussi ultra sécurisée. Patrick Balkany a été le premier maire à installer la vidéosurveillance partout dans les rues. On est en sécurité, c'est propre. Et les jeunes ont l'air très satisfaits. Il faut dire qu'à Levallois, c'est un peu Noël tous les jours. Lorsque vous emménagez, vous recevez un pot de miel. Pour une naissance, une serviette de bain made in Levallois. Après vos 60 ans, à chaque nouvel an, des chocolats, des flûtes à champagne, du foie gras. Sans oublier le pinot gris pour le 14 juillet. Alors tout cela coûte un peu d'argent, 2 millions d'euros par an. Mais il est comme ça, Patrick. Quand il aime, il ne compte pas. Mais revenons un peu aux années 90. Le maire de Levallois devient un maire bâtisseur. Il métamorphose sa petite ville ouvrière en un centre d'affaires très attractif pour les entreprises, mais aussi pour des familles de plus en plus aisées. Le prix au mètre carré flambe et l'immobilier devient une manne financière pour la ville. Mais serait aussi la pierre angulaire d'un vaste système de corruption présumée. On se souvient des méthodes troubles du RPR dans les Hauts-de-Seine.
À l'époque, le parti finance ses campagnes grâce à des dessous de table prélevés sur les entreprises du BTP. Ancien bras droit de Patrick Balkany, Didier Schuller a lui-même porté les valises de billets pour le RPR dans les banques en Suisse. Il raconte même avoir caché des boîtes pleines d'argent liquide dans les forêts de sa propriété, ici dans le Jura où il vit aujourd'hui retiré. Non, c'est pas une légende, c'est vieux. Ça datait de... C'était il y a 30 ans exactement. Vous n'en avez plus caché dans les bois? Arrêtez, cherchez. Hélas, non. Loin de la politique, l'ex-ami de Patrick Balkany revient sur les années fric du RPR. Le système, c'était que les entreprises finançaient la politique. Donc les entreprises, les plus grandes entreprises françaises, notamment de travaux publics, participaient au financement politique. Donc elles avaient, quand elles obtenaient des chantiers, soit à Paris, soit dans les Hauts-de-Seine, elles donnaient de l'argent pour la politique. Vous récupériez un marché de, je vais dire, 100 millions d'euros et vous versiez 3% du marché pour les campagnes électorales. Au niveau du RPR, les magouilles étaient beaucoup moins bien organisées qu'au niveau du Parti socialiste ou qu'au niveau du Parti communiste. Il n'y a pas un parti politique, pas un, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui n'est pas, on va dire, magouillé. Tout le monde magouillait. À Levallois, les dessous de table n'auraient pas seulement financé les campagnes électorales. Ils auraient aussi servi à entretenir le train de vie du maire. Les problèmes qui sont différents, c'est le financement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques qui ont mélangé les genres. Est-ce que c'est le cas de Patrick Balkany? C'est sans doute ce que la justice aujourd'hui est en train d'essayer de prouver. Le dossier est clair. Un système dont Hervé Boulmier dit avoir été le témoin avant de se fâcher avec le maire et d'être remercié. Selon l'ancien proche collaborateur de Patrick Balkany, les promoteurs immobiliers faisaient la queue, les poches pleines, à la mairie de Levallois, espérant décrocher de juteux marchés publics. Le mardi était le jour des promoteurs qui avaient rendez-vous, qui venaient de tenir le maire informé de l'avancement de leur projet, qui arrivaient souvent avec des dossiers, des sous-mains, des attachés-caisses, comme cela. Et lorsqu'ils avaient simplement des dossiers ou des sous-mains, ils repartaient les mains vides. Ils déposaient des enveloppes. On suppose que c'est des enveloppes d'argent, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Moi, j'ai eu, à titre personnel, des témoignages de gens qui travaillaient chez des promoteurs, qui étaient dans des postes importants auprès de promoteurs, et qui venaient lui remettre des enveloppes d'espèces, et lui, ouvrant l'enveloppe, vidant l'enveloppe sur le bureau et prenant une liasse et la jetant au porteur en disant « Tiens, tu te feras plaisir ». Selon Hervé Boulmier, cet argent liquide aurait transité par le bureau du directeur de cabinet. Il y a dans le bureau du directeur de cabinet un petit coffre-fort où il y avait toujours des liasses de billets. Ces billets dans ce coffre-fort, vous les avez vus? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Que des liasses de billets? Que des liasses. Mais de quel ordre? C'était beaucoup d'argent? Quand on est à l'extérieur et qu'on voit un paquet comme ça, on a l'impression d'être dans un film parfois. Voilà. Patrick a toujours eu à disposition dans ses poches des billets, des gros billets. Moi, j'ai pu le constater. Un coffre-fort plein de billets à la mairie de Levallois. Un scénario digne des tontons flingueurs. Qu'en pense le principal intéressé? Parmi les choses sulfureuses, il y avait un fameux coffre-fort où il y avait des billets dans le bureau du directeur de cabinet. Est-ce qu'on peut éclaircir cette rumeur? Vous savez pourquoi il y a un coffre-fort dans le bureau de directeur de cabinet? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une régie d'avance, qui est gérée par le directeur de cabinet. Et avant, la trésorerie municipale vous donnait quelques bifetons. Ça devait être quoi, du genre 1000 francs par mois ou je ne sais quoi,
pour les menus dépenses du cabinet. Voilà. On peut le montrer, ce coffre-fort? Bien sûr. Sortez-moi les bifetons. C'est ça. Vous n'avez pas la clé? Le fameux coffre est caché derrière un tableau. C'est Jérôme qui l'a. Vous voyez, elle est d'époque. Hein. Mais aujourd'hui, on ne saura pas si des bifetons sont planqués à l'intérieur. La clé est introuvable. En fait, je n'ai même pas la clé, c'est mon prédécesseur qui l'a gardée et on l'utilise tellement jamais que je n'ai même pas pensé à lui demander. Voilà. Moi, je n'en ai pas. Votre nom est souvent associé à quelque chose de sulfureux, aux magouilles, au clientélisme. Si on fait la liste aux billets de 500 dans les poches et tout, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne suis ni sulfureux, ni magouilleur, ni quoi que ce soit. J'ai fait mon bonhomme de chemin dans ma ville. On m'a prêté je ne sais combien d'histoires rocambolesques. Il n'y a pas d'histoire rocambolesque chez moi. Voilà. Pas d'histoire. Ce n'est pourtant pas ce que racontent ses détracteurs. Cet immeuble, par exemple, illustrerait bien le curieux système immobilier qui aurait existé à Levallois. La méthode, la voici. Pour construire ce bâtiment, la mairie n'aurait pas engagé directement un entrepreneur. Elle aurait préféré passer par une petite société. Celle-ci n'aurait pas construit l'immeuble elle-même. Elle se serait contentée de revendre son droit à construire à un promoteur. Et pour avoir juste servi d'intermédiaire, elle aurait empoché au passage 1 800 000 €. Ce montage présumé, Sébastien Blanc le dénonce. Il fait partie de l'association des contribuables de Levallois. Vous avez 1,8 million qui, au lieu d'aller dans les caisses de la ville, vont directement sur cet intermédiaire. Donc c'est un petit peu comme vous, en tant que particulier, si vous allez chercher et confier à une agence immobilière la vente de votre appartement, vous auriez un petit peu de mal à comprendre pourquoi un autre intermédiaire se greffe auprès de l'agence, gagne de l'argent sur la vente de votre appartement, donc il y a un intermédiaire entre eux. Pourquoi alors la mairie aurait-elle fait appel à cet intermédiaire ? Eh bien, selon la justice, ce dernier se serait montré très généreux avec le couple Balkany. La justice a trouvé des virements et des flux financiers entre ce promoteur et le compte que Mme Balkany a reconnu détenir. Sébastien Blanc évoque des virements que le dirigeant de cette société intermédiaire aurait effectués sur un compte appartenant à Isabelle Balkany. Interrogé par le juge, le dirigeant de cette société semble confirmer l'existence d'au moins un virement. Selon Tracfin, le compte ouvert à Marrakech a été crédité de 10 000 €. Avez-vous ordonné ce virement? Oui, c'est moi qui ai ordonné ce virement. Là, il y a un lien direct entre la gestion municipale, l'argent du contribuable et un enrichissement personnel présumé. C'est ce que la justice pointe aujourd'hui. Comme en atteste ce mail, nous avons tenté d'interroger Patrick Balkany concernant ces accusations. Nous souhaiterions recueillir la position de M. Balkany sur la gestion de l'immobilier à Levallois et sur l'existence de commissions non déclarées. Mais il a préféré ne pas évoquer ce sujet. Voici la réponse de son cabinet. Bonjour, je viens de m'entretenir avec Monsieur le maire et Madame Balkany. Ils ne souhaitent pas répondre. Bien cordialement. Les enquêteurs, de leur côté, soupçonnent l'existence de commissions non déclarées à Levallois. Et selon eux, l'argent de l'ombre aurait été planqué au soleil. En 1997, les Balkany ont commencé à investir dans l'immobilier. Ils trouvent leur paradis à Saint-Martin. Ils s'offrent une somptueuse demeure, la Villa Pamplemousse. Elle est estimée à 3 millions d'euros. Située dans le quartier le plus riche de Saint-Martin et voisine aujourd'hui de celle de Donald Trump. Mais cette villa n'est pas au nom du couple. Elle appartient officiellement à une société basée dans un paradis fiscal.
et n'existerait donc pas pour le fisc français. Pourtant, il suffit de rendre visite sur l'île à l'ami de toujours, Stéphane Collaro. Mais oui, je t'aime. Pour comprendre que cette maison était bien celle des Balkany. Ouais, bien sûr, je t'aime. Stéphane Collaro, souvenez-vous. C'était l'animateur du Collaro Show, avec ses Coco Girls. L'ancien producteur vit à Saint-Martin depuis des décennies. Ok, bon, ça va? Il ne fait pas mystère de la propriété des Balkany et se souvient des fêtes mémorables données par le couple. Avec Patrick et Isabelle, on s'est rencontrés, je dirais, il y a 35 ans. Bon, on avait beaucoup d'amis communs. On a dû se croiser chez Eddie Barclay. Bon, et puis les liens se sont resserrés. Oui, évidemment, ici, il y avait la vie telle qu'on l'a toujours vécue. C'est-à-dire qu'il y avait les copains, les bouffes, les sorties en mer, les fêtes, la rigolade, la déconnade, bien sûr. Je me souviens effectivement des anniversaires de Patrick qui donnaient lieu à des fêtes qui étaient franchement dans le style des fêtes d'Eddie Barclay. C'est-à-dire que c'était extrêmement sympa. Je me souviens, le dernier anniversaire de Patrick auquel je suis allé, on était avec Johnny. Il était assez apprécié sur l'île, il connaissait pas mal de monde, mais enfin, il cherchait pas non plus à fréquenter toute l'île. Voilà, il avait une existence complètement normale et peinarde ici. C'est la fin des années 90, les stars, les paillettes. Une vie de luxe sous les tropiques, où tout sourit aux Balkany. Mais les enquêteurs commencent à s'intéresser à leur train de vie, convaincus qu'ils dissimulent la villa Pamplemousse sans la déclarer au fisc. La police alors interroge tout le monde sur l'île, tous les prestataires qui ont travaillé dans la villa. Nous avons réussi à joindre l'un d'entre eux. À l'époque, il n'a rien dit aux enquêteurs. Patrick et Isabelle, je les connais depuis très longtemps. On a des amis en commun. Moi, je les ai eus comme clients, puisque j'étais opérateur pendant des années aussi. Donc, c'est parti de mes premiers clients VIP, on va dire. Suite à une enquête, le service de gendarmerie avait réussi avec un juge d'instruction de faire une saisie sur mes machines. Et je l'avais refusé, non pas pour protéger particulièrement les petits, mais pour protéger mes clients. Donc il parle de ça déjà en 97. Je me rappelle de ça, Isabelle m'avait amené une bouteille de champagne et des boîtes de chocolat pour me remercier, parce qu'ils n'avaient pas transmis les fichiers informatiques de leur messagerie. Parce que du coup, les factures, ça a ramené à Pamplemousse, en gros. Voilà, c'est ça. Isabelle Balkany a finalement avoué être la véritable propriétaire de la villa lors d'une garde à vue en 2014. J'ai acquis la villa Pamplemousse pour 3 500 000 francs. Je tiens à préciser que dans l'origine des fonds, il n'y a pas le moindre centime d'argent public ou d'argent provenant d'entreprises. Selon elle, l'argent de la villa proviendrait d'un héritage familial, ce dont doutent aujourd'hui la justice et les enquêteurs. Patrick Balkany, lui, n'a rien voulu nous dire de plus à ce sujet. Mais revenons aux années 2000. À l'époque, les Balkany ne sont pas encore inquiétés et un événement va même leur faire pousser des ailes. C'est l'élection de l'ami de toujours, Nicolas Sarkozy. Ce soir, je vous demande d'être généreux, d'être tolérant, d'être fraternel. Ce soir de victoire, Patrick Balkany est parmi les proches sur l'estrade de la Concorde, comme Christian Clavier ou l'animateur Arthur. Son meilleur ami au sommet, Patrick Balkany veut rayonner lui aussi, voir plus loin, plus haut, dans son petit royaume de Levallois. Et pour ça, il imagine un projet immobilier pharaonique. La construction de 2 tours jumelles de 164 mètres de haut sur les bords de Seine. Un projet démesuré comparé aux 2 petits kilomètres carrés de la ville.
C'est un projet extrêmement ambitieux qui devait rapporter à la ville et dans les caisses de la ville 240 millions de droits à construire. Le projet est signé pour 1 milliard d'euros par un chèque saoudien du nom d'Al Jaber. La signature se fait en grande pompe, en présence de la ministre de l'économie Christine Lagarde. Balkany, Al Jaber, Lagarde, tout ce beau monde pose pour une photo que le maire espère historique. Les mois ont passé, les années ont passé et Al Jaber n'a jamais fourni et n'a jamais donné les garanties financières. Le projet vire au fiasco. Le cheikh Al Jaber n'a pas les moyens de payer. Aucune tour ne sortira de terre. La ville déjà très endettée comptait sur cette énorme vente pour renflouer les caisses. Il paraissait solvable. Quand il est parti en ne payant pas ses échos et en n'honorant pas sa signature, ça a été une catastrophe. On est arrivé à la limite d'une banqueroute. Le Valois est au bord de la faillite. Mais la justice soupçonne Patrick Balkany d'avoir tiré profit de cette nouvelle affaire. Car avant que le projet ne capote, selon le parquet, Al Jaber aurait versé sur un compte au Maroc plus de 3 millions d'euros en contrepartie d'un calendrier de paiement très favorable. L'argent de la corruption aurait ensuite profité à Patrick Balkany. Les Balkany auraient investi à nouveau dans la pierre. Après les soupçons sur la villa de Saint-Martin, cette fois-ci ce serait une villa à Marrakech, la villa d'Ardjoussi. La voici cachée derrière de grands murs et une forêt de palmiers. Imaginez 1600 mètres carrés habitables, 18 pièces et 1 hectare de jardin luxuriant. Comme pour la villa Pamplemousse à Saint-Martin, les Balkany n'apparaissent pas comme les propriétaires. Mais les grands secrets sont parfois trahis par de petits détails. Michel ne veut pas qu'on le reconnaisse. Cet ancien policier de Levallois aux allures de barbouze a longtemps été proche du couple Balkany, avant de se fâcher avec eux. Depuis une dizaine d'années, il s'est installé à Marrakech pour sa retraite. Mais le monde est petit, et un dimanche en balade au centre commercial, l'ombre des Balkany réapparaît. C'est un centre commercial où je fais mes courses. Et un jour, je suis arrivé, et qui j'ai vu Isabelle en train d'acheter une casserole et des poêles. Je me suis dit qu'elle était chez elle, il y a quelque chose, on n'achète pas des casseroles ou des poêles comme touriste, ça c'est sûr et certain. Je l'attends sur place pour voir ce que ça donne, quoi. Et c'est là que je l'ai vu monter dans le 4x4. Je suis. Des histoires de casseroles chez les Balkany, il n'en fallait pas plus pour réveiller ses soupçons et réveiller ses vieux réflexes d'enquêteur. Il prend alors Isabelle Balkany en filature, espérant soulever un scoop. Balkany, propriétaire à Marrakech. Pour Michel, cette info vaut peut-être de l'or. J'ai voulu la suivre directement sans me faire griller. Donc j'ai fait une petite filature tranquillement, à distance. Il y avait Isabelle devant, j'ai suivi la voiture. Et la voiture tourne ici. Je me suis dit, tiens, encore bizarre. Quand on voit l'état de la chaussée, c'est pas terrible. Avec un terrain vague comme ça. Et après, j'ai vu qu'il y avait des très belles maisons ici. À un moment donné, j'ai vu la voiture qui rentrait dans la propriété. La voiture est rentrée là. Le lendemain, je suis repassé avec quelqu'un qui parlait bien l'arabe. Et c'est là qu'on nous a dit que c'était une résidence qui appartenait à des Français. Et ben là, je me dis banco. Voilà. La maison appartient bien aux Balkany. Enfin limier, Michel repère un élément qui confirme ses soupçons. Il y a le nom sur les... Ils ont enlevé la plaque, mais sur les luminaires, il y a le nom encore. Le nom du riad, d'Ardjoussi, la contraction de Julia et Lucie, les prénoms du père de Patrick Balkany et de sa petite fille. Pourquoi ils auraient pris ce risque-là?
Parce qu'ils sont dans leur bulle et ils pensent que voilà, c'est les maîtres de la Terre, quoi. Voilà, Patrick, il a déconné. Sa petite enquête n'a finalement rien rapporté à Michel. Mais il a eu du flair. Les juges soupçonnent aujourd'hui que ce riad aurait bien été la propriété des Balkany. Et ils pensent savoir aussi comment ils l'auraient camouflé. Grâce à des sociétés écrans basées dans les paradis fiscaux de Panama à Singapour, le tout géré par une maison mère en Suisse. Et pour éviter d'apparaître dans le montage financier, Patrick aurait utilisé un prête-nom. Et il ne serait pas allé le chercher bien loin. Jean-Pierre Aubry, l'un de ses meilleurs amis. Nous avons interrogé le maire de Levallois par mail sur cette affaire. Le parquet financier soupçonne Patrick Balkany d'avoir acquis le riad de Marrakech via des sociétés écrans. Souhaite-t-il répondre à ces accusations? Mais il n'a pas donné suite à notre demande. Peut-être aurons-nous plus de chance auprès de son ami Jean-Pierre Aubry. C'est l'un des témoins clés dans l'enquête des juges. Il est lui aussi mis en examen. Nous l'abordons sur le marché de Levallois. Est-ce que c'est facile d'être un ami de M. Balkany? Ça reste mon ami. Voilà. Est-ce que c'est facile d'être un ami? Est-ce qu'on peut en payer parfois les conséquences? Ça reste mon ami. Voilà. Pas très bavard ce jour-là. Mais il le sera davantage quelques semaines plus tard, alors que nous l'approchons à nouveau avec une caméra plus discrète. Pour l'instant, vous niez les comptes offshore, la Marrakech, la villa, votre implication là-dedans, c'est... J'ai jamais nié ça. Hein. C'est pas ce que j'ai nié dans mes dépositions. Voilà. D'accord, moi j'avais vu que... Ouais. J'ai simplement dit que j'étais pas propriétaire. Voilà. D'accord. À chaque fois qu'on m'a posé des questions... Votre nom apparaît sur les comptes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. À chaque fois, j'ai dit que j'étais pas propriétaire et que j'avais jamais pris un franc. Ce qui est la simple vérité. Voilà, c'est la seule réponse aux questions de mes juges. Et c'est là où ils sont un peu emmerdés. Vous êtes ayant droit sur le compte de Singapour, c'est tout? C'est tout. Ils n'ont jamais trouvé une transaction ou un franc que j'ai pris. Vous saviez ce que vous risquiez? En étant un peu l'homme de paille, c'est un peu ça. Non. Enfin, on sait jamais. Non. Je dirais pas qu'à l'insu de son plein gré, non, c'est pas ça. Non, on sait pas ce que... Pourquoi vous êtes d'une fidélité... C'est mon ami. Enfin, dans la vie, il faut avoir une ligne de conduite. Mais ça vous coûte cher aujourd'hui. C'est mon problème. Je ne peux pas renier ce que... Enfin, ça fait quand même plus de 35 ans. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas renier ça dans la vie. Est-ce que vous lui devez quelque chose? Non. Je dois que ça a été mon ami. Puis j'ai eu un parcours sportif avec lui. J'ai été directeur des sports. Ensuite, son directeur de cabinet. Voilà, il y a une amitié qui s'est créée avec ses enfants. Que j'ai commis une bêtise, ok, je l'assume. Mais que vous tourniez le dos à la personne avec qui vous avez été toute votre vie, enfin, ça ne se fait pas. Vous risquez quoi exactement aujourd'hui? Selon la clémence des juges, entre 2 et 5 ans. Et vous attendez à faire de la prison? Oui. Ah oui? Ouais, ça me fait chier. Oui, c'est bien sûr que ça me... Maintenant, voilà, c'est comme ça. L'amitié, une valeur essentielle pour comprendre Patrick Balkany. En 2009, alors que la justice s'intéresse de très près à la villa de Marrakech, le député-maire peut encore compter sur le soutien sans faille de ses proches. L'ami, le frère, Nicolas Sarkozy. Devenu président, il a trouvé une place de choix à son fidèle compère. Patrick Balkany devient Monsieur Afrique. Doté d'un passeport diplomatique, il fait des voyages officiels et selon les enquêteurs, il en aurait aussi profité pour que ça lui rapporte. Vincent Crouzet a longtemps été proche des services de renseignement et des dossiers sensibles en Afrique. Il a croisé Patrick Balkany dans l'ombre de Nicolas Sarkozy. Alors, à partir du moment où Nicolas Sarkozy est élu président de la République en 2007, on retrouve Balkany, effectivement, en parallèle sur les voyages officiels en Afrique et ailleurs. Je pense que Nicolas Sarkozy, effectivement, l'a mandaté sur des opérations très sensibles, assez secrètes et assez exposées. Et parmi ces missions sensibles en Afrique, les enquêteurs soupçonnent Patrick Balkany d'être impliqué dans une affaire de commission occulte. Il aurait perçu 5 millions de dollars
pour avoir servi d'intermédiaire entre l'entreprise française Areva et la Centrafrique, dans l'affaire Uramine. Alors, Uramine pour les nuls, en quelques mots, c'est en 2007, Areva prend possession pour 1,8 milliard d'euros de 3 gisements d'uranium en Afrique du Sud, en Namibie et en République centrafricaine. Et quelques mois après cette acquisition, en fait, le président de la République centrafricaine estime que la République centrafricaine a été mal payée pour l'acquisition de son gisement, qui est le gisement de Bakouma, et donc refuse l'accès de son gisement aux équipes d'Areva. Donc à ce moment-là, Areva décide de négocier, et qui retrouve-t-on comme négociateur? Un duo absolument improbable, Patrick Balkany, et un homme d'affaires qui est très puissant en Afrique centrale, qui s'appelle George Forrest. George Forrest, un personnage haut en couleur, surnommé le vice-roi du Katanga. Donc c'est quelqu'un qui connaît à la fois très bien les chefs d'État africains et très bien le marché de la mine et de la mine d'uranium. George Forrest est surpris du surgissement et de l'apparition de Patrick Balkany. Pourquoi? Parce qu'il n'avait ni l'autorité, ni la présence, ni le savoir-faire nécessaire pour aller négocier avec le président Bozizé en République centrafricaine. Mais la négociation finit par aboutir et George Forrest en tire profit. Patrick Balkany, lui, n'est pas oublié par l'homme d'affaires. Ce dernier a déclaré au juge avoir versé au maire de Levallois 5 millions de dollars vers un compte à Singapour. Le numéro de compte bancaire à Singapour a été donné par Patrick Balkany lui-même sur un bout de papier dans son bureau à la mairie de Levallois-Perret. Ce compte, nous l'avons déjà évoqué. C'est celui dont Jean-Pierre Aubry, encore lui, serait le prête-nom. Patrick Balkany n'a pas souhaité nous livrer sa version des faits, ni même réagir aux déclarations de George Forrest. Ce dernier, quant à lui, a refusé notre demande d'interview. Voici le mail de son cabinet. Chère madame, Monsieur Forrest ne souhaite pas accorder d'interview au sujet de Monsieur Balkany. Nous ne pouvons donc répondre positivement à votre demande. La relation de Patrick Balkany avec l'Afrique, après ce dossier-là, ça a continué ou ça s'est arrêté? Balkany n'a jamais su faire jouer réellement son influence en Afrique. Je pense qu'il a été desservi ensuite par cette opération-là, parce que d'abord elle était trop visible. Et au Quai d'Orsay, il était perçu comment dans ce rôle-là? Très mal. Très mal, parce que vous comprendrez bien que c'est pas trop le genre de la maison au ministère des Affaires étrangères et que pour les diplomates, c'était une vraie plaie à gérer lorsque Patrick Balkany débarquait en Afrique. Pour quelle raison? Parce qu'il était trop visible, parce qu'il représentait des intérêts très très personnels et assez rarement les intérêts de la France. Trop visible, Patrick Balkany. Trop sulfureux aussi. L'ami du président Sarkozy finirait-il par devenir encombrant? Est-ce que vous avez l'impression, des fois, d'être un peu l'ami gênant? Pour lui, sûrement pas. Sûrement pas. La politique, c'est une chose, et notre amitié, elle est toujours restée, dans les bons et les mauvais moments. Les mauvais moments, ils surviennent dès 2012. Nicolas Sarkozy vient de perdre la présidentielle. Et l'année suivante, Didier Schuller, l'ancien bras droit de Patrick Balkany, parle au juge. Qu'est-ce que vous avez dit au juge Van Ruymbeck? Écoutez, j'ai simplement... D'abord, je ne suis pas là pour trahir le secret de l'instruction. Quand je suis interrogé comme témoin, je réponds aux questions qu'un magistrat ou que des magistrats me posent. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. L'audition de Didier Schuller devant les juges semble avoir été décisive pour les enquêteurs. Et ses déclarations lui vaudraient aujourd'hui des menaces de mort. J'en ai encore aujourd'hui, là, je vous parle. Bon, je n'y crois qu'à moitié. Enfin, je n'y crois qu'à moitié, non. J'en ai fait quand même état au juge Van Ruymbeck à un moment donné, parce qu'on m'a dit qu'on aimerait éventuellement me faire sauter de la falaise d'Étretat pour m'apprendre à voler. Qui ça, on?
on. Après le temps des affaires, c'est le temps des ennuis pour Patrick Balkany et son épouse. Ils sont mis en examen pour fraude fiscale, blanchiment et corruption. Les villas de Saint-Martin et de Marrakech sont saisies, tout comme leur résidence principale à Giverny. Leurs passeports aussi ont été confisqués. Fini les voyages sous les tropiques, les vacances se passent désormais dans le sud de la France, en toute simplicité. Pas de voiture avec chauffeur. Cet été-là, comme tout le monde, ils avaient dû se résoudre à louer une voiture bon marché. Rien n'est plus comme avant pour les Balkany. Si longtemps friand des médias, Patrick ne supporte plus les questions qui fâchent, surtout lorsqu'elles concernent son patrimoine. Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Alors monsieur, j'ai fini de vous parler. Maintenant, vous pouvez sortir et quitter ma permanence. Ce jour-là, le maire perd le contrôle et s'empare de la caméra d'un journaliste. Je la garde parce que vous nous faites chier. Cassez-vous, tirez-vous. Fous-moi la paix. Tu arrêtes, tu te calmes. Je vais lui enlever son... Tu arrêtes. Je vous présente mes excuses sur le fait que mon mari se soit énervé. Et je trouve que, évidemment, vous faites votre métier. Mais vous le faites d'une manière particulière. Vous savez, en anglais, ça se dit un bashing. Contre Balkany, en français, ça s'appelle un lynchage. Depuis cette scène, près de 5 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, Patrick Balkany semble plus apaisé. Et s'il a accepté notre demande d'interview, c'est avant tout pour livrer sa vérité sur l'origine de sa fortune. Vous êtes mis en examen pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Je n'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. Que les choses soient bien claires. Et quant à l'argent dont on parle, je ne l'ai jamais volé à personne. C'était l'argent de famille. Je rappelle, juste comme ça, mon père, quand il a été déporté, était hongrois. Et quand vous avez été déporté à Auschwitz, et surtout à cette époque-là, et quand vous êtes juif, de surcroît, eh ben, quand vous gagniez de l'argent à cette époque, comme beaucoup de gens, eh ben, vous le mettiez en Suisse. Et malheureusement, comme beaucoup de Français, j'ai hérité de ça, mais sans doute bien avant les autres. Moi, j'ai tout rapatrié en 86. Alors, laissez faire la justice, je la laisse faire, on a bien le temps d'en parler. Des comptes suisses fermés en 1986. Cette version s'oppose à celle de Didier Schuller. Il aurait raconté au juge avoir transporté des valises de cash vers la Suisse pour les Balkany jusqu'en 1994. Patrick Balkany est lâché par son parti, les Républicains, qui lui refusent l'investiture aux élections législatives. Aujourd'hui, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on ne croise plus grand monde pour le défendre. Oh, il en a pris plein la gueule, et je pense qu'une grande partie est méritée. Est-ce qu'il a fini par être gênant? Dans le parti, on lui a fait des procès, et puis finalement il est parti. Donc il était gênant. Si je vous dis Monsieur Balkany, vous dites quoi? Un ancien collègue parlementaire. Est-ce que c'était devenu un ami gênant? Si je vous dis Monsieur Balkany, vous dites quoi? Quelle réaction? C'est toute une histoire, madame, Monsieur Balkany. Je pense que ce sont des formes d'exercice de la vie politique de manière globale et locale qui sont révolues, je l'espère.
Difficile aussi de trouver des soutiens chez ses anciens amis sarkozystes. Seule Nadine Morano a répondu à nos demandes d'interview. Quand vous êtes près du bon Dieu, alors là, tout le monde est à vos trousses. Et puis après, quand vous connaissez un peu plus de difficultés, puis que le bon Dieu est parti vers d'autres cieux, oh bah là, ça intéresse moins. Si vous saviez, les courtisans, ça pullule quand vous êtes au pouvoir. Et après, pouf, c'est une envolée de moineaux. Et le Balkany que je connais, ceux qui en parlent le mieux, sont les habitants de sa commune. Et vous n'êtes pas réélu comme ça, avec autant de mandats, si vous n'êtes pas bon. C'est pas vrai. Le Valois, dernier territoire où Patrick Balkany reste aimé et indétrônable. Le maire est encore la star des inaugurations et des réceptions à l'hôtel de ville. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Merci pour tout ce que vous faites pour le Valois et restez longtemps. C'est ce que j'entends toute la journée, voilà. Bonne année. Est-ce que tu es heureuse d'être à Levallois? Est-ce que tu as envie de changer de ville? Non. Vous voulez un selfie avec le maire? Oui, mais ça coûte combien? C'est gratuit. Voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Valois, c'est un peu tout ce qui lui reste pour briller. Les soirs de victoire et les fastes du pouvoir ne sont désormais que de vieux souvenirs qu'il garde en photo, accrochés au mur de son bureau. Après le Valois, vous vous voyez comment, par exemple? Très honnêtement, je sais pas, au calme, dans ma Normandie, avec mes petits-enfants. C'est agréable aussi. J'amène à ma femme son petit jus, son petit thé, et ses 2 petits pains au lait qu'elle partage avec les 2 toutous. Voilà. Et moi, de toute manière, je n'ai pas de mérite. C'est les chiens qui me sortent du lit. Ils savent que c'est pas la peine de demander à maman, on demande à papa. Je connais leur vie par cœur maintenant que je m'intéresse à Levallois. Comment vous appréhendez le procès? Avec sérénité. Vous avez peur de la prison? Vous me demandez à moi si j'ai peur de la prison. D'abord, j'ai aucune intention et aucune raison d'y aller. 2, je vais vous dire pourquoi j'ai peur de rien. Mon père a été déporté, résistant. Il est resté 2 ans et 7 mois à Auschwitz. Et il est revenu. Voilà. C'est la raison pour laquelle... Non, j'ai peur de rien. Le 13 mai prochain, il y aura bien un procès Balkany, où il risque jusqu'à 7 ans de prison. En attendant, rappelons-le, Patrick et Isabelle Balkany restent présumés innocents.